Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Cessons d'être écologistes. Podcast en 4 épisodes. Premier épisode, les limites des limites. Écologie. Voici un mot qui ne laisse personne neutre. Que l'on soit sensible aux questions environnementales ou le contraire, personne ne reste silencieux lorsque ce sujet est abordé. Pourtant, de quoi parle-t-on? Et surtout, que faut-il croire et faire ou ne pas faire? Je vais donc essayer dans ce nouveau podcast d'aborder ici l'épineuse question de notre rapport à la nature, de nos actions, et pourquoi au final il me semble nécessaire d'arrêter d'être écologiste. Mais je vais tout de suite éventer un secret qui n'en est pas un pour ceux me connaissant. Je suis profondément, viscéralement pro-écologie. Et pourtant, j'en arrive à une conclusion radicale en l'annonçant ici qu'il faut cesser d'être écologiste. Mais voyez-vous, je pense que la radicalité doit être bien plus importante et que c'est bien notre société, notre système, nos imaginaires qui doivent cesser tout simplement, cesser d'être ce qu'ils sont, notre peine de mort assurée. Mais alors, moi qui essaie de trouver les justes équilibres en toute chose, pourquoi clamer une revendication si séditieuse? C'est ce que nous allons voir ensemble, sans heurts, ni conflit, ni mensonge, et surtout en toute transparence, loin des discours idéologiques et autres leçons moralistes inappropriées. Il y aura donc 4 épisodes. Vous commencez à connaître le fonctionnement de mes podcasts. Le premier épisode s'intitule « Les limites des limites ». Le deuxième épisode s'intitulera « Universalisme ou impérialisme ». Le troisième épisode portera le titre de « Consumare ergo sum ». Et enfin, le quatrième s'intitulera « It's beyond my control ». Alors, par où démarrer et pourquoi avoir donné à cet épisode le titre « Les limites des limites ». Pour commencer, il m'est impossible de faire l'impasse sur l'étymologie du mot « écologie ». Il faut bien sûr opérer une césure entre « éco » et « logie ». Ils sont issus du grec ancien, pour « éco » « oikos » et pour « logie » c'est « logos », que l'on pourrait traduire par, pour le premier, maison, habitat, et le deuxième, discours, étude. L'écologie est donc littéralement la science de notre habitat, et cet habitat est notre planète. D'emblée, voici pour moi un premier couac, car dans le monde des sciences, le terme écologie définit par exemple la science des conditions d'existence, l'étude des relations des êtres vivants, etc. Or, d'une manière typiquement issue des Lumières et du positivisme du XVIIIe siècle, qui en découla, et au final gardant la prédominance de l'homme qui sur le reste du vivant, puisque enfant du divin, fabriqué à son image. Garder le mot écologie fixe l'ensemble du vivant, mais aussi des phénomènes physiques de notre planète, à lire, à comprendre, avec le prisme d'être notre habitat. Alors, je sais que les scientifiques modernes ne nous placent heureusement plus comme l'alpha et l'oméga de toute chose, mais pour nous, citoyens lambda, habitants de ce monde, le terme écologie, par son essence, tend à nous laisser comme les possesseurs de cette planète. Ce
que nous ne sommes pas. Si je vous employais une métaphore bien connue, notre maison brûle. Mais il faudrait rajouter, et nous n'en sommes que locataires. Mais en fait, la terre n'est pas notre maison. Et le terme habitat est à nouveau un faux ami linguistique. Et si je devais donner une analogie à la métaphore de la maison, nous devrions nous voir et nous vivre comme une prairie. Chaque brin d'herbe sont les êtres humains, et ce que nous considérons comme notre habitat, notre maison, notre planète, notre position, n'est en fait que le sol sur lequel nous poussons. La prairie n'appartient pas à l'herbe, et encore moins à ses brins. Et ceci n'est pas une simple question de morale, mais bien d'intelligence, car par exemple l'herbe peut-elle empêcher le bison de venir la brouter, la pluie de l'inonder, ou au contraire le soleil de la griller, le sapin de l'étouffer par ses aiguilles tombantes au sol, ou le feu, ou le pétrole, ou la neige, ou la pelleteuse, ou que sais-je, de la détruire. Nous ne sommes pas les dieux de notre planète. D'ailleurs, il est totalement hérétique de voir les croyants des religions du livre détruire ainsi notre terre, puisqu'ils anéantissent la création de leur Dieu. Ou alors, cela voudrait dire qu'ils se prétendent ici-bas être l'équivalent de leur créateur. Et je le redis, en plus d'être criminel, c'est totalement hérétique. Pour ma part, je préfère le terme géosciences au pluriel. Cela regroupe toutes les sciences étudiant notre planète, notre biosphère, mais aussi son environnement spatial, car cela a pour moi plus de sens et de cohérence. Mais vous allez me dire que je pinaille. Pourtant, vous verrez dans quelques minutes que les choix des mots ont un sens et importance concrète. Le second point est un constat que nous allons devoir faire, vous et moi. Constat simple, mais imparable. Tout, oui, tout a une fin. Je sais que de nos jours, parler de la finitude est presque une insulte, une déclaration de guerre, tant on a bourré nos crânes d'une presque immortalité atteignable par nos consommations. Et pourtant, je dois vous faire une annonce qui n'est ni triste, ni injuste, puisqu'elle est la seule certitude de nos existences. Un jour, que je vous souhaite le plus lointain possible, un jour, nous devrons tous mourir. De manière différente, à des âges eux aussi qui vont différer, mais les où, comment, avec qui et même pourquoi. Mais oui, nous savons tous qu'il y aura une fin, même pour nous. Or, cette loi que nous savons nôtre, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à la concevoir pour le reste de notre réalité. Que cela soit notre voiture, notre veste préférée, notre chien, notre cactus, notre culture, notre nation, nos alouettes, nos dorades, nos coraux, nos montagnes, notre oxygène, notre cuivre, etc., etc., etc. Tout cela un jour, proche ou lointain, tout cela un jour va s'arrêter, se déchirer, mourir, se flétrir, s'effacer, périr, s'éteindre, disparaître, blanchir, s'éroder, se rarifier, se tarir, etc. C'est ce constat qui, par son évidence imparable, formera la pierre angulaire pour les fondations solides afin d'ériger la maison de nos réflexions. Car je vais vous demander de me suivre sur un sentier que j'annonce simple, mais dont notre cheminement sur son tracé va nous permettre de poser des constats afin d'avancer sur ce sujet
et ainsi éviter les guéguerres habituelles qui se jouent dès qu'on prononce le mot écologie et qui empêchent de dépasser le niveau zéro de la réflexion et plus encore celui de l'action. Donc, puisque tout a une fin, que cela soit dans le monde de l'inerte et du vivant, nous devons acter que quelque chose passe d'un état à un autre. Un exemple, un être humain faisant ses courses. Une voiture le fauche. Il est mort. Il est donc passé de l'état du vivant à celui de mort. Le pauvre humain, que nous imaginons être projeté par la violence de l'impact avec le bolide, sera passé par plusieurs états avant d'être mort. Il sera tour à tour et simultanément un être blessé par l'impact, un projectile propulsé, toujours par cette rencontre avec la voiture et son corps. Il sera soit un être inconscient dès le début de l'accident, ou pendant son vol plané, ou alors lors de sa violente rencontre avec le sol, ou bien après qu'il gît au sol. Lors de son atterrissage, il sera de nouveau blessé, ici par l'impact. Mais sa terrible aventure ne s'arrête pas là, car il pourra déjà être mort, ou alors décédé sous la violence du choc au sol, mais il peut aussi mourir en attendant les secours ou pendant son transport à l'hôpital ou sur la table d'opération, etc. Ce terrible exemple que je viens de vous narrer, faisant passer un vivant à la mort, montre en effet que tout a une fin. Mais vous avez peut-être remarqué ce qui s'est produit pendant cette démonstration, ce qui est apparu. Eh bien, on constate une simple chose. Pour passer d'un état à un autre, il y a des limites, des frontières, des lignes à franchir. Ici, pour être mort, il faut passer toutes les limites du vivant, ou plutôt qui vous permet de rester en vie. Combien de fois avons-nous entendu, par exemple dans les films et les séries, cette très juste phrase prononcée lorsqu'un protagoniste meurt, son corps a lâché ou il n'a pas tenu, etc. Effectuons ici un exercice simple. Prenons un élastique, un cheveu, un spaghetti non cuit. Si on leur applique une force importante, ils vont soit claquer, soit se déchirer, soit casser. Nous montrons une limite qui, lorsqu'elle est atteinte, engendre le changement de statut de ce que vous tenez entre vos doigts. Par exemple, vous allez vous retrouver avec, en tirant trop, 2 morceaux de cheveux. Et pour arriver à ce fait, vous aurez fait atteindre la limite de rupture de votre cheveu et l'aurez dépassé. Et c'est pourquoi vous vous retrouvez avec 2 bouts. Il faut donc retenir que tout passage d'un état à un autre, pour qu'il y ait ce passage-là, il y a obligatoirement des limites à atteindre et dépasser. Et toute chose, même vivante, en possède. Alors on a presque terminé cette partie demandant un petit peu de réflexion abstraite et pourtant si concrète comme vous allez vite le constater. Or donc, nous avons vu, pour passer d'un état à un autre, il faut dépasser des limites. Elles seront là. Parfois posées par des lois de l'homme et souvent par les lois dites naturelles. Certaines de ces limites peuvent être mouvantes, comme par exemple le nombre d'habitants dans un lieu va, selon son importance, faire que vous vivez dans un hameau, dans un village, une ville ou une mégalopole. Autre exemple, selon votre consommation d'eau, vous serez ou non déshydraté. Et de la même manière, à 0 degré, l'eau gèle, mais à 1 degré, elle se met à fondre, etc. Je pense que vous avez compris le topo.
Or, il existe des limites qui ne sont pas variables et surtout, si elles sont franchies, ne permettent pas un retour en arrière. Exemple, un grand brûlé ne va plus pouvoir régénérer seul sa peau. Il lui faudra des greffes. Une pierre que l'on va réduire en poudre ne pourra pas redevenir le rocher qu'elle était, etc. Ces lois sont de moins en moins acceptées, même comprises dans notre société consumériste. On ne veut plus de limites. Et c'est ici, je pense, le principal problème quant à la trajectoire que nous donnons à l'humanité tout entière. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, Seigneur du soleil, des créatures sauvages et des clairières boisées. Entendez notre appel sans attendre. Notre terre est en si grand danger. Des créatures sauvages et des clairières boisées. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, par le sud flamboyant et l'est au vent déchaîné, par le nord montagneux et l'ouest aux vagues déferlantes. Sauvages et des clairières boisées. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, notre maison est en ruine et totalement épuisée. Les hommes saccagent et ne veulent pas comprendre. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, Seigneur du soleil, des créatures sauvages et des clairières boisées. Aidez-nous, vous qui pouvez sans attendre. Déchaînez les éléments et par là même nous sauver. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, Seigneur du soleil, des créatures sauvages et des clairières boisées. Dame de la lune, des mers agitées, des prairies verdoyantes, Seigneur du soleil, des créatures sauvages et des clairières boisées. Dame de la lune, Seigneur du soleil, Dame de la lune. Vous venez d'écouter Dame de la lune. Car il faut savoir, comprendre et surtout accepter que notre planète possède elle aussi de nombreuses limites. Régulièrement, vous entendez scientifiques et militants répéter que nous mettons en danger notre survie sur cette planète et nous sommes obligés de constater que la majorité d'entre nous ne réagissons pas ou peu à ces alertes.
De fait, il me semble important de développer aussi l'autre réalité qui se profile déjà. Pour tout vous dire, je me suis rendu compte de l'importance d'expliquer l'autre pendant de nos comportements lorsqu'on m'a appris ce que voulait dire être diabétique. Je suis devenu diabétique après avoir attrapé la Covid-19, un diabète de type 2. Cette maladie étant tellement présente dans nos vies depuis si longtemps, un membre de notre famille, un ami, une connaissance, un collègue de travail, nous avons tous quelqu'un atteint de cette affection, que nous en soyons conscients ou non. Nous pensons dessus tout savoir et pourtant non. Comme toujours, la réalité des choses est souvent très éloignée de nous, que nous soyons atteints ou non par elle. Et comme tout le monde, j'ai découvert et surtout compris un nombre hallucinant de choses maintenant que le diabète fait partie de mon existence. Son surnom de mort silencieuse lui est parfaitement adapté. Le diabète vous tue sans bruit, sans esclandre. En fait, vous détruisez votre corps sans vous en rendre compte. Pire, quand vous êtes en hyperglycémie, c'est-à-dire trop de sucre dans le sang, vous pouvez vous sentir en meilleure forme qu'avec un niveau normal. Et puis nous sommes dans une société du sucré, du doux, du réconfort, par la bouchée onctueuse. Tout dans le monde qui nous est proposé nous pousse à manger sucré. Et si on ne le fait pas consciemment, l'industrie alimentaire nous en fait consommer dans les produits qu'elle nous vend, et cela de manière dissimulée. Le sucre partout, tout le temps. Or, le diabète vous tue silencieusement, mais à coup sûr. Pourtant, se met en route ici un biais que beaucoup de gens n'avoueront pas, mais qui est bien connu dans le milieu médical. Moi j'appellerais ça le syndrome du baroud d'honneur. Je m'explique. Beaucoup ont face à la maladie une sorte de pulsion extrémiste et se disent « foutu pour foutu, je vais y aller à fond et qu'importe les conséquences pour mon corps, je serai mort ». Dans cette pensée, la personne voit sa maladie comme fatale dès le premier indice. L'exemple parfait de cette déduction ô combien bancale est la crise cardiaque. On fait n'importe quoi et hop, le cœur s'arrête. Mais voilà, pas le diabète. Le sucre va agir comme l'eau sur la pierre, l'érosion, vous savez, et comme la rivière, il creusera des ravins. Le sucre va arracher, boucher, éroder l'organisme. Et d'orgie de sucre découlera autre chose qu'une mort immédiate. On deviendra aveugle, on perdra l'usage d'un rein et on devra être dialysé. On sera amputé de doigts, d'orteils, de pieds. Je rappelle qu'en France et dans la plupart des pays occidentaux, le diabète est la première raison d'amputation. Toujours dans les pieds, le mal perforant, générant trous, vous incapacitant pour une vie mobile, etc. Vous vous souvenez du petit exercice de réflexion que je vous ai fait faire, la notion de limite. Pour le diabète, la limite est tout. Car vous ne vous rendez pas compte, par exemple, que votre œil est attaqué. Or, quand tout un champ de votre regard sera noir, occulté, que par exemple la vision latérale d'un de votre œil ne fonctionnera plus, là, vous irez consulter et, eh bien, il sera trop tard. Ce qui a été détruit par le diabète ne peut pas être réparé. Quand vous dévorez cette barre chocolatée, quand vous buvez ce soda, quand vous dévorez ce plat cuisiné en barquette, vous prévient-on que cela va vous rendre en partie ou complètement aveugle? Non. Et vous-même, conscient de ce fait, allez-vous ralentir? Souvent non, puisque jusqu'à l'émergence du problème, vous ne ressentez aucun embarras. Accepteriez-vous que des limites existent et qu'il ne faut pas les dépasser car on ne peut pas revenir en arrière? Dit comme ça, je suis malheureusement certain que beaucoup d'entre nous s'en balanceraient. Car dans notre monde où il faut consommer toujours plus, on a poussé les gens à refuser la notion de limite. Pourtant, quand vous commencerez à devenir aveugle,
et que vous vous piquerez tous les jours avec de l'insuline, là vous comprendrez et changerez votre comportement. Eh bien non. Tous les infirmiers libéraux qui viennent chez les gens tous les jours m'ont appris ce fait qui est aussi affligeant que terrifiant. Beaucoup de gens, malgré leur état de diabète avancé, continuent à surconsommer le dieu sucre, leur canne sucrée. Leurs limites sont largement dépassées et pourtant, comme Thelma et Louise, ils foncent dans le précipice. Oui, l'humanité est atteinte de diabète. L'humanité, c'est chacun de nous, et notre corps, notre planète. Elle a aussi des limites. Nous les dépassons et que faisons-nous? Rien pire, nous consommons encore plus. Pourtant, bon nombre de limites sont depuis longtemps dépassées. Et cela ne va pas tuer l'humanité, en tout cas pas au début, mais empêcher de continuer à vivre comme avant. Car là est l'impensé qui ronge nos sociétés. On nous parle de l'impossibilité de continuer à vivre sur notre planète, mais comme les malades dont je vous ai parlé, nous fonçons, nous disant que si elle devient propre à la vie, eh bien on va mourir et donc on ne sera plus là. Les scientifiques, les philosophes, les politiques qui veulent nous alerter sur ce qui arrive à la Terre n'arrivent pas à s'avouer ce fait. Oui, il y a le « après moi », le déluge, et ils tournent à fond. Or, ce qu'il faut dire aux gens est la même chose que l'on dit à ceux qui découvrent qu'ils sont diabétiques. Non, vous n'allez pas mourir d'un coup. Vous allez perdre petit à petit votre corps et vivre un enfer si vous ne changez pas votre mode de vie. Car là est le nœud du problème. La Terre est une planète, pas un distributeur de matières premières. Un exemple, le cuivre, ce minerai qu'il y a encore 40 ans était considéré comme commun et depuis mis dans la catégorie de ceux devenus rares. Oui, il existe toujours des mines d'extraction, mais les gisements sont tellement pauvres que pour avoir de nos jours 1 kilo de cuivre, il faut extraire et traiter 1000 fois plus de roches, si ce n'est pas 10 000 fois plus, si bien que le cours du cuivre s'envole. Alors, quelles sont les conséquences pour moi dans ma vie de tous les jours? Bon, augmentation de tout ce qui est électroménager, voitures, informatique, mais aussi les services de téléphonie. Mais autre incident auquel vous ne pensez pas, mais que vous subissez de temps en temps, les coupures d'électricité dues au vol de matériel de cuivre dans les relais et aux transformateurs, les retards de train, là aussi dû au vol du matériel en cuivre, etc. Notre Terre est une planète finie, c'est-à-dire que beaucoup de ces matières premières ne sont accessibles à hauteur d'un nombre limité de ses réserves. C'est cela, notre diabète. Les limites de ces ressources sont soit déjà dépassées, le vivant par exemple, soit en passe d'être atteintes. L'alerte écologique de l'impérieuse nécessité de changer de mode de vie n'est pas en vue de notre extermination qui arrivera, mais pas immédiatement, je le répète, mais bien sur nos modes de vie, nos conforts. Si nous ne voulons pas nous retrouver dialysés, aveugles, amputés, il faut immédiatement changer. Et vous savez quoi? Cela peut être jouissif. J'ai dû changer mon alimentation avec mon diabète et j'y ai gagné en saveur, en plaisir et en satisfaction. La satisfaction de nos sociétés n'est ni impossible ni impensable. Mais alors pourquoi n'arrive-t-on pas à enclencher ces changements? C'est ce que nous allons comprendre dans le prochain épisode qui s'intitulera « Universalisme ou impérialisme ». Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter Les limites des limites, premier épisode de Cessons d'être écologistes, podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion.
Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les liker, partager et d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent d'Oliveira pour la photo originale. Montage photo grâce au logiciel Banana et Imagen. Vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, Agen et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Endog. Interlude musical, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais et le logiciel Suno, interprétation par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Cessons d'être écologistes. Podcast en 4 épisodes. Le 2e épisode, universalisme ou impérialisme. Dans le précédent épisode, nous avons appris que les fameuses limites que notre planète passe et dépasse vont changer notre quotidien. Nous n'en mourrons pas, mais Dieu que cela va devenir chiant, le monde qui se prépare. Car oui, soyons honnêtes, on ne nous vend pas ce que je vous démontre. On nous dit que les écolos veulent vous faire retourner dans la préhistoire, tous en sarouel, pas coiffés, pas épilés, pas lavés, à manger de la bouillie de légumes et de graines, à errer sans but et se faire copieusement chier. J'ai tout juste? C'est bien ce qu'une frange des médias, des pseudo-penseurs et des industriels chantent à longueur de journée? Comptines pour enfants, propos de niveau d'école maternelle. Mais je vais ici ne pas entrer dans les confrontations stériles, les uns sont méchants et les autres aussi, gna gna gna. Non, posons les choses autrement. Je ne vais pas dérouler l'argumentaire des protecteurs de la planète, non. Je vais m'intéresser à notre vie, nos modes de vie, et une projection de 5 ans. Pourquoi 5 ans? En fait, ce choix est tout sauf fantaisiste ou arbitraire. Premièrement, il y a de grandes chances que dans 5 ans, vous qui m'écoutez, soyez toujours en vie. On va dire qu'une infime partie d'entre vous soyez malade, très âgé, ou qu'une autre encore plus infime va subir un accident. Je peux sans exagérer donc dire qu'à minima, 95% de vous m'écoutant seraient toujours en vie dans 5 ans, et c'est une bonne chose, et donc vous serez impacté par ce que je vais décrire. Deuxièmement, l'accélération démographique, ainsi que l'espérance de vie qui s'allonge, font que l'on considère actuellement qu'une génération correspond à 25 années. Or, ce que l'on appelle génération sociale subissent une accélération se découplant de la génération reproductive. Par exemple, les millénials se placent de 1981 à 1996. La Gen Z, c'est-à-dire la génération dite Z, elle se situe de 1997 à 2012. Les alphas de 2013 à 2020. Vous constatez la décorrélation entre les générations sociales et les générations dites de démographie, c'est-à-dire le cycle de renouvellement d'une population adulte
apte à se reproduire, à savoir environ 25 ans. Selon Hérodote, 3 générations valent 100 ans. La raison en est simple, si le cycle de la reproduction varie peu, en revanche celui qui façonne un groupe social de nos jours évolue très vite. En effet, je vais reprendre ce que nous dit très justement Wikipédia. 2 points, ouvrez les guillemets. Les générations sociales sont le produit d'un contexte social et historique spécifique, d'un événement fondateur qui construit d'une mentalité particulière, une façon de sentir et de penser déterminée, des goûts et des pratiques sociales communs. Chaque génération se distingue des autres par les influences qu'elle a reçues et le contexte particulier dans lequel elle a été façonnée. Ces différents modes de génération engendrent des schémas de perception, de représentation et d'action communs, un habitus et un style de génération. Point, fermons les guillemets. Si je veux traduire, un 68ard ne pense ni ne voit le monde comme un millénial. Un enfant dit de la libération, c'est-à-dire 1945-1946, se sentira différent des autres personnes qui sont des baby-boomers, pourtant enfants conçus entre 1940 et 1960. Et un millénial et un Gen Z se méprisent alors qu'ils sont issus d'un laps de temps superposé. Les jeunes trouveront que les seniors sont des vieux cons qui ne comprennent rien à leur vie, et les papiers-mamies penseront que les gamins sont des petits cons eux aussi. Et d'autres anciens s'émerveilleront de la volonté de changement que les jeunes ont maintenant, en oubliant qu'au même âge, eux aussi firent nombre de révolutions, sans se rendre compte que les vieux de l'époque étaient, eux aussi, admiratifs devant la fougue qu'ils savaient manifester. Il en va ainsi dans la grande valse des générations. Mais ne jamais oublier que ne voyons ni n'appréhendons pas de la même manière le monde selon la génération dont on est issu. La 3e raison du choix de 5 ans pour vous faire toucher du doigt ce que notre monde va devenir, 10 ans c'est loin, 5 ans c'est demain. Car en vérité, depuis les années 90, nous avons tous ressenti une accélération dans nos vies. Et donner ici des exemples serait limiter le phénomène, car s'il est si puissant, c'est qu'il s'impose à nous. Oui, il y a des changements, mais nous sommes incapables de l'identifier exclusivement sur un unique domaine. Sociologie, économie, sociétale, politique, religion, science, tout bouge, tout change, tout se reset, et simultanément les choses se figent. Même les jeunes générations sont à la recherche d'un temps, d'un autre temps, d'un temps d'avant, d'un temps où oui voulait dire oui, et non, non. Un temps plus sécure, un temps où on comprenait les choses, en somme un temps plus simple. On sait que quelque chose ne va pas, que l'on va dans un mur, des murailles, ok, mais lesquels? Et pourquoi? On sent un malaise, et s'il n'est pas en nous, on le voit dans la société. Alors, quoi et pourquoi? Et pourquoi ces 5 ans comme frontière où se projeter? Car comme je l'ai abordé lors de mon podcast sur le privilège blanc, ce biais tourne ici à fond, nous empêchant de comprendre et admettre ce qui est en train d'arriver à notre monde globalisé. D'ailleurs, arrêtons-nous sur cette expression, un monde globalisé. Quand les commentateurs rances parlent de notre déclin, ils nous confortent systématiquement, nous, pauvres petits occidentaux, à un reste du monde obligatoirement revanchard au point de vouloir notre destruction, et que notre déclassement est dû à cela, à la concurrence délirante imposée par un ordre mondial déviant. Or, ce qu'ils oublient sciemment de vous rappeler
et que cette situation, c'est nous qui l'avons mise en place et que nous en avons énormément profité. Pour faire simple, notre niveau de vie, qui est très au-dessus du reste des pays non occidentaux, vient de l'utilisation de matières premières à bas coût et d'une main-d'œuvre, elle aussi très peu chère. Cette situation, nous l'avons mise en place dès nos politiques de colonisation. Je rappelle que cela remonte au XVe siècle. Partout nous avons acheté, vendu, pillé, exploité, esclavagisé. L'Europe, puis les pays dits occidentaux, profiteront d'une évolution sans pareille de son niveau de vie. Oui, bien sûr, les riches devinrent encore plus riches, mais en vérité cela toucha tous les niveaux de classe sociale. Et loin de nos regards, nous avons prospéré sur le dos du reste du monde. Ceci n'est ni une constatation morale ou repentante, ce sont juste les faits. Cette globalisation est notre héritage à tous. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moi, un peu moins, mais toujours plus. On me dit vorace, on me voit tel un ogre. Mais je vous promets que ce n'est encore rien, non rien. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. On me voit violent, voulant tout ce que vous avez. Mais je vous promets qu'il ne vous restera rien, non rien. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Rien, non Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Toujours plus, j'en veux plus, car rien, non rien ne peut m'arrêter. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Non, rien. Vous venez d'écouter un peu plus, pour vous moins. Mais alors pourquoi ce constat a une importance pour la situation écologique de notre planète et pourquoi 5 ans? Voyez-vous l'évolution du monde des humains
c'est-à-dire société, besoin, envie, est une chose qui nous est très extérieure. Je vais ici dire français pour meilleure identification, mais ces constats sont les mêmes dans tout l'Occident. Donc pour nous, Français, nous voyons le monde au travers de notre société, de notre histoire. Et dans cette histoire, il ne nous apparaît que deux camps, les colons et les colonisés. Le problème est encore et toujours la chosification et l'essentialisation de l'autre, c'est-à-dire, par exemple, l'Algérie est vue et perçue encore comme une colonie. D'ailleurs, la formulation qui arrive trop souvent quand on parle de ce pays souverain est ex-colonie. Je pose donc la question 2025, à quoi sert de préciser ex-colonie? En dehors d'historiens, en quoi préciser ce statut d'ex-colonie a sa raison d'être dans nos propos et pensées? Nous éprouvons ce besoin pour réaffirmer une prétendue hiérarchie. Or, l'Algérie est indépendante depuis le 5 juillet 1962. Et pourtant, ces plus de 60 ans sont effacés par un minuscule préfixe de 2 lettres, ex. En dehors de relations humiliantes envers ce pays et ses habitants, que veut dire cette attitude de notre part et surtout quelles en sont les conséquences dont le sujet qui nous est ici réuni, l'écologie? Eh bien, nous nous retrouvons enfermés dans une boucle qui nous empêche d'être des locomotives dans le changement urgent de société qui sont nécessaires. Vous allez voir, ce qui va suivre est simple et pourtant, à des niveaux divers, nous butons tous dessus. Donc, pour nous, Français, je nous garde comme exemple, le monde est fait, formaté pour l'accroissement de notre société. Les pays colonisés du passé comme du présent sont nos réserves en matières premières et en bras. Et dorénavant, ces pays sont aussi nos décharges, nous permettant de ne pas étouffer sous les montagnes de détritus que nous produisons, détritus ménagers comme industriels. Et notre comportement nous empêche de voir les évolutions de ces pays. Ils grandissent, prospèrent, changent. Et comme nous considérons notre mode de vie comme le seul viable et civilisé, nous l'exportons. Et s'il n'est pas accepté, nous faisons la guerre pour imposer notre universalisme. Or, imposer la démocratie à coups de bombe n'est pas de l'universalisme, c'est tout bonnement de l'impérialisme. Nos entreprises ont rapidement compris que ces travailleurs exploités, à la limite de l'esclavagisme, lorsqu'ils avaient quelques sous, voulaient les dépenser afin de nous ressembler. C'est alors que le marché des pays dits à l'époque du tiers-monde, autre terme insultant ou émergent, est devenu un marché comme un autre. Nous, Français, avons gonflé le torse nous disant que même si les pauvres des autres pays achètent nos produits, c'est qu'on fait de la qualité, etc. Les batailles des compagnies des Indes ressuscitaient devant nos yeux, mais voilà est arrivé un impensé de nos entrepreneurs politiques, économistes. L'interaction entre la démographie et les limites des réserves de matières premières. Et c'est ici qu'arrive notre mur de 5 ans. Intoxiqués par notre suffisance d'occidentaux, on ne voit ni ne comprend que d'avoir poussé la Chine et l'Inde, pour ne citer que ces 2 pays, à adopter nos modes de vie accélère de manière incontrôlable la fin de nos modes de vie. En 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, la Chine plus l'Inde seront en tout peuplées de plus de 3 milliards d'individus. Individus auxquels on dit de vivre comme nous. Nous, par exemple, occidentaux de l'Ouest, qui en 2025 représentons moins de 200 millions de personnes, et avec notre petite démographie, nous sommes déjà frappés de pénuries en tout genre. Et si les crises climatiques, les guerres et autres facteurs en ont entraîné certaines, le point le plus important,
et qui est, lui, inévitable, est qu'il y a plus d'habitants sur cette terre et que nous leur avons dit de vivre comme nous. Et le résultat est donc sans appel. Il n'y a ni assez de ressources, ni de territoire, ni d'énergie pour pouvoir le faire. Non, nous ne sommes pas dans un film d'anticipation, nous sommes dans ce qui est dorénavant notre réalité. Quand vous vous dites que les écolos font chier, on ne va pas retourner à la préhistoire, en fait, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Car si vous voulez continuer à vivre ainsi, exigez de votre gouvernement, par exemple, de rayer de la carte la Chine et l'Inde. Faisable? Bien sûr que non, et en plus totalement immoral. Alors quoi? Allons taper sur des petits pays, parce que nous n'avons pas les cojones de taper sur la Chine. Il y a des chances, malheureusement, que cela arrive. En tout cas, tant que cela nous maintiendra dans l'illusion qu'on peut continuer ainsi. Dans 5 ans, la France aura moins de 69 millions d'habitants contre 3 milliards pour l'Inde et la Chine. Vous croyez que nous allons faire le poids et surtout imaginer les pénuries à venir avec un tel nombre de consommateurs? Oui, mes amis, il est temps que nous enlevions nos lunettes d'impérialisme teintées d'universalisme. Il n'en va pas que de la survie de l'humanité, mais bien de nous Français. Car ne croyez pas que les dirigeants des pays, adoptant nos modes de vie, sont aveugles à la catastrophe qui déjà frappe l'humanité. Mais les entreprises mondiales ne veulent pas voir leurs bénéfices chuter. Alors ils imposent par la force si nécessaire les politiques ultralibérales dans chaque pays. Or il faut le dire immédiatement, l'État n'est pas le problème, il est la solution. Les doctrines dites néoclassiques en économie veulent que seul le marché dirige et décide du fonctionnement des pays et en fait du monde entier. Ronald Reagan, en binôme avec Margaret Thatcher, ont imposé cette vision. L'État n'est pas la solution, mais le problème. Ils défendront cette funeste vision du monde pour des raisons purement calculatrices. Car s'ils partageaient tous les deux une conception libérale anglo-saxonne, les spécificités de leur pays ont entraîné cette fuite en avant. En Angleterre, casser un État protecteur permit à Thatcher de briser l'unité syndicale et surtout les verrous qui lui permit de jeter dans la pauvreté des millions, oui, des millions d'Anglais à coups de licenciements monstres. Et de son côté, Reagan, déjà comme Trump, caressait cette frange importante d'Américains se vivant en sécession avec la notion d'État. Les libertariens réunissaient sous la bannière étoilée, quitte à laisser croire que l'on accepterait d'enlever quelques étoiles au drapeau, sécessionnistes mais américains votants. Et ce cynisme donnera un arrêt de mort à la notion d'État. Même s'il est enfin de retour, le temps perdu empêchera de le réformer. Chez nous, 6e République, le RIP, etc. Afin que nos institutions soient en cohérence avec nos nouvelles réalités de société et du défi écologique national et mondial, nous avons pris énormément de retard. Trop. Mais alors, comment et pourquoi nous n'arrivons plus à reconnaître le danger? Pourquoi sommes-nous devenus nos propres geôliers? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode intitulé « Consumare ergo sum ». Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter Universalisme ou impérialisme, 2e épisode de Cessons d'être écologistes, podcast en 4 parties. Aux monstres que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui
écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les liker, partager et d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent d'Oliveira pour la photo originale. Montage photo grâce au logiciel Banana et Imagen. Vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, AgeN et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Endong. Interlude musical, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais et le logiciel Suno, interprétation par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Cessons d'être écologistes. Podcast en 4 épisodes. 3e épisode, Consumare ergo sum. Dans les précédents épisodes, je vous ai exposé 2 des biais qui nous empêchent, moi y compris, de parfaitement identifier ce qui nous arrive frontalement. Car n'en doutons pas, comme le président de la République Emmanuel Macron, lors de ses vœux à la nation le 31 décembre 2022, nous dirons ou entendrons des gens prononcer le fameux « qui aurait pu prédire ». Je vous conseille d'écrire cette formule dans un moteur de recherche en y accolant le prénom et le nom du président. Vous verrez dans les vidéos proposées celle de l'INA, un montage d'archives télévisuelles qui, dès 1979, avec le très regretté Haroun Tazieff, tire la sonnette d'alarme en décrivant, sans se tromper, la situation actuelle. On voit très clairement qu'il n'y a ni prédiction ni boule de cristal ici. Pourtant, je suis une ancienne Madame Irma. Non, juste de la science. Eh bien, malgré cela, quand nous allons nous fracasser sur les murs, beaucoup diront « qui aurait pu prédire cela ?» ou « qui aurait pu savoir ?» ou même « comprendre ?» Et vous savez le pire ? Bon nombre de ces gens seront de bonne foi, du moins via leur conscient, tandis que leur inconscient se cachera tant il aura honte. Sur le mur est obligatoirement là. Sur ce mur, nous projetterons ce que nous voudrons, mais le mur sera là. Seule sa composition peut changer. Je vous l'ai expliqué. La disparition de la race humaine et le requin des dents de la mer. Dans mon podcast sur l'IA, je vous ai appris que de vous-même, mais aussi poussé de l'extérieur, vous allez préférer vous faire peur par un cap, une échéance, une entité trouble et inatteignable, pour ne pas agir sur le présent. En somme, l'avenir restant une hypothèse, on se trouve toutes les excuses pour laisser aux autres le poids des obligations à venir. En l'occurrence, notre jeunesse. Pourtant, comme je vous l'ai expliqué, les murs dans lesquels nous fonçons sont tout autres qu'une vague menace. Nous connaissons déjà en France en 2025 des pénuries de médicaments, alors que nous ne représentons que 0,81% de la population mondiale. Je vous laisse imaginer dans 5 ans. Nous, vous et moi, allons devoir affronter les pénuries et les guerres pour les ressources, les produits manufacturés et même l'appétit d'autres nations pour nos propres territoires.
catastrophe écologique n'est ni pour demain ou après-demain, elle a commencé, et nous sommes déjà touchés. Mais comme nous nous tétanisons sur la fin de l'humanité comme dans un film catastrophe hollywoodien, nous ne le voyons ni ne le comprenons. Il nous faut donc comprendre le plus gros verrou dans cet aveuglement mortifère. Je vais pour cela reprendre le titre de cet épisode. Consumare ergo sum. Cette pseudo-expression latine est un pastiche du fameux cogito ergo sum de Descartes, que l'on traduit par « je pense, donc je suis ». Je l'ai ici transformé en « je consomme, donc je suis ». Le commerce a été de tout temps ce qui permit à l'humanité d'échanger, évoluer, apprendre des autres. Ces échanges apportèrent aussi des mélanges entre ethnies, renforçant, modelant nos biologies. Nous le voyons toujours de nos jours, quand par exemple, je ne sais pas, par exemple une africaine subsaharienne a un enfant avec un asiatique, on constatera immédiatement le mélange des gènes propres aux parents, ressortir dans les traits de leur descendance. Ce fait qui de nos jours n'entraîne que peu d'intérêt, sauf pour les ayatollahs des pseudo-races devant rester purs, pourtant ces mélanges façonneront notre monde. Le négoce permettra ce grand brassage planétaire. Or, si le commerce est prépondérant à l'évolution et à l'expansion de l'humanité, la définition du consommateur moderne ne ressemble en rien à celui de nos ancêtres, car il n'y a plus rien à voir et poussé à un point inédit. Comme pour les carlins. Vous savez, ces petits chiens dont on vient d'interdire leur reproduction. Pourquoi ? Car nous avons tellement croisé sa race et avons sélectionné ceux avec les caractéristiques qui plaisent le plus, mais nous avons tout bonnement oublié que c'est un être vivant. Il n'y a plus rien à voir. Si bien que cette morphologie, qui fait craquer les gens, les empêche, les carlins, entre autres, de respirer normalement, les faisant souffrir et abîmant cœur, poumon, cerveau. Déjà, il y a pour ce chien-là la parabole de la relation de l'humain avec le reste du vivant et de l'inerte de notre planète. Le croiser au point de ne plus être viable, sorte de peluche de chair et de sang. Pour l'inerte, nous faisons de même. Le simple exemple de la chaîne de montagnes des Appalaches en Amérique du Nord. L'homme, pour les minerais et le gaz de schiste, a rasé dans certains endroits carrément les montagnes. Oui, on parle de montagnes. Imaginez cela pour les Alpes, les puits des volcans d'Auvergne ou les Pyrénées. Déjà, pour l'identité d'un territoire, pour les traditions des peuples y vivant, ceci est monstrueux. Mais en plus, cassant les barrières naturelles que forment les montagnes, les climats locaux changent. Les vallées, où poussent fruits et légumes, ne sont plus tempérées. Les villes, par exemple, protégées avant des cisaillements des vents, se retrouvent face à des défis insolubles. Et j'en oublie. Consumere consum, consumere consum, consumere consum, consumere consum. Consumare consum, consumare consum, consumare
Vous venez d'écouter Consumare ergo sum. Or donc, dans notre rapport au marchand, on retrouve les mêmes choses que pour le carlin. Satisfaire extérieurement, mais mortel intérieurement. Car en quoi notre consommation actuelle rappelle ce qui fit se développer l'humanité ? Prenons la notion de l'échange. Nous avons poussé la personnalisation de l'acte d'achat au point de ne plus avoir besoin de vendeurs avec qui échanger pour être conseillé, ni même de sortir de chez soi, puisque tout se livre, et cela allant de la nourriture à la drogue, de matelas à l'électroménager, des vêtements aux plantes d'agrément, tout se livre, le sexe tarifé comme les médicaments, les billets de voyage au repas bien chaud. Où sont les échanges avec d'autres humains? Où sont les mélanges, les découvertes, les incompréhensions? Comme nous nous définissons dans notre société par ce que nous achetons, nos habitudes de consommation nous formatent. Ne plus sortir dans la rue quotidiennement rend cette zone de plus en plus étrangère, et les craintes et défiances irraisonnées sur cette zone explosent. On devient persuadé que dehors, c'est le péril. Ne sortons plus, nous ne rencontrons plus, comme avant, les gens de tout milieu et d'avis différents. Nous nous enfermons dans nos bulles, et l'autre devient, en plus d'un étranger, un danger potentiel. Cela radicalise nos opinions et nous empêche de plus en plus de fonctionner comme une citoyenne ou un citoyen. Nous exigeons, achetons, mais ne partageons, échangeons, donnons, et surtout, nous n'acceptons plus la frustration. Nous devenons le début et la fin de toute chose, et fin, je pourrais même l'écrire F-A-I-M. Alors, face à ce constat qui ne peut que nous déplaire, mais ô combien réel, il apparaît évident que nous ne pouvons réagir comme on le devrait face à l'Himalaya que nous nous apprêtons à prendre en pleine poire. C'est ici qu'il faut déterminer les théories complotistes d'êtres non humains. Oui, il faut les déterminer. Il faut les voir, mais il faut les déminer. Donc oui, dans les théories du complot, des êtres non humains qui, dans l'obscurité de notre monde, ourdissent des plans machiavéliques afin de nous mettre en esclavage. Avez-vous remarqué, comme l'axe central de ces fables est toujours, si je veux résumer en une phrase qu'un enfant pourrait nous dire, « c'est pas moi, c'est l'autre ». Car là est le confort qu'offrent ces théories. Elles tendent à nous déresponsabiliser de tout et où des vrais responsables autour de nous. Elles nous disent que si on a tout raté, ce n'est pas notre responsabilité, mais des reptiliens qui veulent nous garder en esclavage. Ce n'est pas moi qui, par mes choix, détruis la planète, mais des aliens qui veulent rendre la Terre viable pour eux et mortelle pour nous. Si je n'ai pas eu ce job, c'est la faute des lobbies juifs ou celui des lobbies LGBT ou des francs-maçons, les trois allant de pair, pour ne former que le seul et unique menace.
Si je suis violent avec mon épouse, mes enfants, c'est parce que la CIA ou le Mossad envoient des ondes qui me rendent fou. Si les femmes se font violer dans le cadre de leur propre famille, c'est la faute de l'islam, qui veut que chaque femme soit réduite à un objet, etc. Triste constat, car si cela n'était que circonscrit à des folies douces, ceci pourrait nous amener sur le visage un doux sourire d'amusement et même de tendresse. Or, vous le voyez, cela porte sur des sujets tellement graves. Car ne pas accepter la réalité peut vous entraîner à perpétrer des actes extrêmes. Mais il y a aussi tout un impensé dans ce constat. C'est celui de l'inaction envers les vrais causeurs de problèmes. Car on dit de manière délirante que les élites sont pédophiles, par exemple, et qu'ils capturent et font subir le pire à des enfants autour de nous. Cela oriente recherche et vigilance sur un angle si faible que quelques cas monopolisent tout un spectre déjà saturé d'informations délirantes. Car oui, il y a des déviants à appréhender, partout. Mais sincèrement, il ne faut pas avoir voyagé en dehors de son pays et des villages pour touristes pour ne pas avoir constaté que le tourisme sexuel et pédophile se trouve dans tous les pays pauvres. Ce sont les tours opérateurs qu'il faut surveiller, les déplacements suspects. Il faut laisser travailler en sous-marin les justices du monde entier entre elles, sans créer des interférences. En revanche, appuyer sur nos politiques pour donner des moyens aux services couvrant ces affaires. Car le commerce que nous affectionnons tellement est aussi celui d'enfants vendus dans leur pays. Assis devant un écran d'ordinateur ou depuis un simple smartphone, on peut en 10 minutes réserver son vol, sa chambre d'hôtel dans un pays et ville où il est facile de se laisser aller à ses penchants pédophiles. Toutes ces théories détournent la pression que nous pourrions faire sur ceux empoisonnant vraiment nos vies. Le maire de notre ville, l'entreprise qui nous vire, alors qu'elle accumule les profits, les prêtres qui utilisent une école privée pour agresser les enfants, les chasseurs qui vous empêchent de vous promener librement dans un espace public, les agriculteurs qui vont empoisonner la source d'eau qui fournit votre ville, le politique qui met en place une loi qui va contre le bien-être de la population, etc. Nous sommes entrés dans une ère de déresponsabilisation. Plus personne ne veut assumer ses actes. À l'heure où j'écris ces lignes, avant même qu'elles ne soient enregistrées, j'attends le verdict du procès que j'ai initié. L'affaire dite de la sextape de Saint-Étienne va certainement me voir déclaré coupable sur les points qui me sont reprochés. Les autres acteurs de cette sordide histoire étaient persuadés que jamais je ne dénoncerais tout cela. Car étant impliqué, je vais moi aussi subir le poids de mes actes. Or, j'ai assumé. Mais alors, pourquoi parler de cela ici? Car à un moment du procès, la présidente m'a dit « Monsieur Rosary-Langlais, je ne sais pas quoi penser de vous. » Elle le dit alors que se termine une première longue journée de multiples dépositions. Cette femme a l'expérience certaine, à l'intelligence éclatante et à l'humour circonstancié, donc cette magistrate émérite, elle aussi, s'est retrouvée pendant un tout petit temps, décontenancée devant quelqu'un qui assume ses responsabilités. Je ne suis pas un héros, loin de là, mais j'estime que ce soit pour le bon, mais aussi pour le mauvais, il faut savoir assumer ses actes. Mais vous allez me dire pourquoi aborder ce moment judiciaire que je viens de connaître ici, dont le sujet de ce podcast est l'écologie et non la justice ou la probité. Tout simplement, toujours, cette satanée responsabilité et sa grande rivale, l'irresponsabilité. Regardons-nous, nous tous,
pour ne serait-ce se sentir un tant soit peu responsable de quoi que ce soit, il faut avoir un lien même ténu avec la réalité de nos choix, de nos actions. Mais le monde consumériste dans lequel nous sommes nous a tellement coupés de la réalité, nous rendant irresponsables par nature. Mais comme l'être humain a besoin de raison, de cause, de coupable, on nous dit que ce qui menace nos existences, nos habitudes, notre confort, ce sont les immigrés, les écolos, les gauchos, les artistes, l'État, et toujours ainsi nous isoler encore plus du monde du vrai. Non, nous ne sommes ni dominés par des reptiliens, ni vendus par des francs-maçons, ni manipulés par des juifs, ni envahis par les musulmans. Les problèmes que nous rencontrons, nous le devons en fait qu'à nous-mêmes. D'où le doux plaisir malsain de mettre la charge sur les autres. Notre inconscience sait, et pour ne pas le manifester, il nous fait comporter tels des junkies en manque, et pour avoir notre dose, nous surconsommons, au point d'être en overdose. J'exagère. Quand vous commandez sur une plateforme, pensez-vous aux travailleurs esclaves? Aux lieux détruits par la matière première, mais aussi celle raffinée? Pensez-vous au carburant, aux livreurs sous-payés? Quand vous achetez vos tomates dans votre hypermarché, pensez-vous à ces mêmes choses? Quand vous allez au cinéma, pensez-vous à la provenance de votre pop-corn, aux résidus qu'ont laissés les scènes d'action, à l'énergie consommée pour les scènes en images de synthèse? Idem pour les concerts, les meetings politiques, les biennales. Dois-je continuer? Et pour nos bonnes consciences, combien par exemple faudra-t-il de chacapanques qui ont décidé d'exercer leur art en juste adéquation avec l'état de notre planète? Nous sommes tellement coupés de la réalité, de ce que nous consommons, qu'il est difficile de se sentir responsable et donc encore moins d'agir. Cela nous exonère-t-il de toute responsabilité? Bien non, au contraire, car quelques voix se font dissidentes et nous appellent, nous supplient d'agir. Devons-nous les croire sur parole? Non, bien évidemment, mais voilà, alors qu'un être se disant humain et donc doué de discernement se devrait, par exemple, se rendre dans les lieux autour de chez soi, permettant de confirmer ou infirmer ce que ces lanceurs d'alerte clament. Allez-vous dans des camps de migrants? Allez-vous dans des foyers de jeunes travailleurs, des refuges pour animaux, les nuits debout devant les abattoirs, etc. Peu le font. Allez voir la réalité. Je sais cette supplique au relent de prières désespérées est sûrement stupide, car nous sommes devenus des animaux aliénés à notre confort, et donc demander ce pas de côté certainement vain. Pourtant notre monde actuel va péricliter. Ce n'est ni une prophétie, ni de la propagande politique. Quand les scientifiques du monde entier, de toute ethnie, de toute discipline, de toute religion, vous le disent, pourquoi ne pas l'entendre? Ce sera l'horizon du prochain et 4e épisode s'intitulant « It's Beyond My Control ». Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais, vous venez d'écouter Consumare Ergo Sum, 3e épisode de Cessons d'être écologistes. Podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les liker, partager et d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent d'Oliveira pour la photo originale. Montage photo grâce au logiciel Banana et Imagen.
vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, AgeN et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Endong. Interlude musical, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais et le logiciel Suno, interprétation par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Cessons d'être écologistes. Podcast en 4 épisodes. 4e épisode, It's Beyond My Control. Alors, plantons l'ultime décor de ce dernier épisode. Ce podcast consacré à l'écologie est notre rapport ambivalent avec ces faits en particulier et plus largement sur tout autre domaine. Nous montre que nous n'interagissons pas avec notre monde de manière objective, mais bien subjectivement. Pour résumer d'une façon à la limite du simplisme, si vous êtes un homme blanc occidental, vous ne vivez pas le monde de la même manière qu'une femme racisée africaine. Si vous êtes hétérosexuel de classe moyenne et urbain, vous ne vivez pas ce monde de la même manière qu'un homosexuel pauvre vivant en campagne, etc. Pourtant, une religion est en train d'unir toute l'humanité. Vous savez, comme dans Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, le méchant, nommé Sauron, forge des anneaux de pouvoir pour chaque entité et culture qui peuple son monde appelé la Terre du Milieu. Mais, en cachette, il en forge un dernier qui permettra d'asservir tous ces peuples via les autres anneaux forgés et donnés. Sur cet ultime anneau de pouvoir est écrit une sentence qui apparaît uniquement quand l'anneau est chauffé, comme par exemple dans des braises. Cette sentence dit « Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. » Eh bien, cet anneau existe. Et il nous lie tous, il nous gouverne, il nous commande tous. C'est le consumérisme. Notre irrépressible désir d'acheter, de posséder, nous sommes tellement infectés par ces envies que nous nous comportons tels des toxicomanes. Comme toujours, on me taxera d'excessivité dans mes propos et pensées. Pourtant, ce n'est pas moi qui le dis, mais la science. Ici, pas de zététique, de sophisme ou de justification molle, car oui, nous agissons comme avec une drogue dans notre rapport à l'achat, nous et notre matière grise, influençant ces mécanismes cognitifs et émotionnels. Acheter a un impact significatif sur notre cerveau. Ce processus est souvent guidé d'ailleurs par notre inconscient, privilégiant l'émotion à la raison. Les marques sont conscientes de ces biais et font en sorte de créer une connexion forte avec leurs clients. Ceci n'est absolument pas une action dérisoire, car tenez-vous bien, a été mesuré qu'une personne se sentant proche, en lien avec une marque, verra son ancrage augmenter jusqu'à plus de 300%. On ne peut plus parler d'une simple fidélisation, mais bien d'une captation de la décision du client. D'ailleurs, les grandes équipes de marketing embauchent depuis des décennies des neurologues afin d'affiner leur stratégie.
le but étant de nous rendre addicts à leurs produits. La dopamine que va sécréter votre organisme lorsque nous achetons va saturer le système de récompense de notre cerveau, comme le font de très nombreuses drogues. Donc dire que notre rapport à l'achat, à la possession, au consumérisme est bel et bien un comportement toxicomane n'est ni moral ou exagéré, il est un fait médicalement et scientifiquement prouvé. Alors que fait-on de cela et surtout pourquoi ce fait scientifique nous permet de comprendre énormément de choses sur notre rapport à notre planète, à notre société, aux vivants, aux êtres humains? Car oui, notre intoxication change notre rapport à l'autre et même au sens profond de ce qui est moral ou non. Encore une fois, certains vont me taxer d'exagération. Pour vous démontrer la pertinence de mon propos, je n'ai qu'à citer une date et un pays. Le 24 avril 2013. Rien? Cela ne vous dit rien? Et si je rajoute le Bangladesh? Toujours pas? Et si je vous dis que plus de 1100 morts? Oui, si je vous dis plus de 1100 morts, là vous me dites quoi? Comment? Mais quelle horreur! Qui a perpétré un tel attentat ou massacre? Eh bien, nous. Le 24 avril 2013, un immeuble où se trouvaient des ateliers de confection de vêtements pour la fast fashion s'est effondré, tuant 1135 personnes et en blessant des centaines, voire des milliers d'autres. Cet événement engendrera, à juste titre, une onde de choc dans le pays. Les travailleurs esclavagisés demanderont plus de sécurité et une revalorisation de leurs salaires. Je rappelle que les salaires dans l'industrie du textile au Bangladesh vont de 50 à 400 dollars pour des horaires par mois, pour des horaires et conditions monstrueuses. Les revendications ne seront pas ou peu entendues. Pire, cyniquement, voyant que certains postes avaient une augmentation salariale, les grands groupes de textiles, les nôtres, ont commencé à chercher et à partir dans des pays moins regardants et surtout moins chers. Et ici, nous parlons de centimes. Mais sur un marché mondialisé, ces quelques centimes en moins représentent de juteux profits. Donc un pays ayant vécu un drame, s'il demande une meilleure sécurité et un meilleur salaire pour ses travailleurs, verra les entreprises partir, laissant les dits travailleurs sans emploi. Vous le voyez, le chantage? Et pourtant, on voit sur les plateaux de télé des gens dire que de montrer du doigt ces entreprises, ce sont les bobos qui méprisent les pauvres de notre pays, car n'ayant pas le pouvoir d'achat, ils ne peuvent qu'aller dans ce genre de magasin. Je ne vous cache pas mon envie de vomir quand j'entends ceci, car c'est mépriser la vie des esclaves qui meurent pour fabriquer ces produits. Et ce paradoxe de déshumanisation ne touche pas que les classes sociales, il touche les croyants. Nous avons tous vu des imams musulmans très croyants en basket et aux vêtements de marque fabriqués par des musulmans exploités. Je parle ici des musulmans, mais ceci est valable pour toute religion. Après tout, chers chrétiens, consommer des produits issus du travail d'êtres humains esclavagisés, n'est-ce pas aux antipodes de la parole de votre prophète, mais aussi des 10 péchés capitaux? Et toi, peuple de gauche, parlons des luttes sociales, elles s'arrêtent-elles donc à nos frontières? Un prolétaire surexploité a donc moins de valeur que toi? Consommer à l'excès nous a rendus insensibles au sort des autres êtres humains à travers le monde. Alors celui de notre planète, ne nous trompons pas, ceci n'est ni anodin ni périphérique. Le capitalisme a en un peu plus d'un siècle changé la nature même de ce qui fait de nous des êtres humains. Nous devons, avant de continuer, déminer un point primordial.
Je suis certain, lorsque dans la précédente phrase j'ai prononcé le mot capitalisme, beaucoup d'entre vous se sont repliés, voire refermés sur eux-mêmes. Et c'est tout à fait normal. Mais si vous me faites la gentillesse d'écouter ce que je vais ici expliquer sur ce qui vient d'arriver en vous quand je dis ce mot, nous pourrons ensuite continuer sans a priori négatif, ni blocage, ni triste confrontation. Donc pourquoi, lorsque l'on pointe le capitalisme comme problème, cela nous arc-boute autant? La raison en est assez simple, mais la dépasser en revanche ne l'est pas. Vous savez tous que pendant des décades, il y a eu la lutte à mort entre le capitalisme et le communisme. Autour de cette guerre, qui fut qualifiée de froide, le monde a été reconfiguré. Et même aujourd'hui, alors que le mastodonte qui portait l'étendard du communisme, c'est-à-dire l'URSS, s'est effondré, l'ombre de cette opposition plane encore. Pour comprendre un fait simple, il faut imaginer que ces deux idéologies, comme des êtres humains partageant un même territoire, ils considéreront qu'il n'y a pas assez de place pour les deux, ni de nourriture, matières premières, etc. Ils ne vivront que pour détruire l'autre, oubliant leur fonction première, surtout pour le communisme. En effet, cette pensée voulait partir de la base du travailleur pour monter, ce qui est l'opposé du capitalisme. Or, pour faire la guerre, pour imposer, il faut des dirigeants, des généraux. Et comme pour son ennemi, le communisme se mit à aborder la construction de sa société en une marée obéissante à son leader. Mais le capitalisme, comme toute bonne entité perverse, comprit que l'opposition au communisme était une aubaine pour tenir les sociétés qui se reconnaissaient dans le consumérisme. Et la paranoïa, couplée à la désignation de victimes expiatoires, tourna à plein. Après tout, nous aimons brûler les sorcières, non? Un simple exemple, le macartisme qui sévit aux USA créa un aveuglement qui, par exemple, fera perdre un temps considérable sur les mouvements nazis dans leur pays. Vous vous rendez compte qu'il faudra attendre de nombreux attentats mortels sur le sol américain pour que cette menace soit prise en compte. Mais cela permettra aussi d'imposer des Pinochet au Chili, des Suharto en Indonésie, des Salazar au Portugal, et j'en oublie. Partout dans le monde, sous prétexte de combattre l'ennemi communisme, les USA tuèrent, renversèrent, s'ingéreront dans la destinée de milliards d'humains afin de ne pas laisser au pouvoir des dirigeants, souvent même pas communistes, mais de gauche, voulant là aussi améliorer les conditions des habitants de leur pays, allant contre les intérêts économiques des entreprises américaines. Mais pas seulement, la France et l'Europe profiteront aussi de ces manipulations, mais parfois en pâtiront, mais jamais ne s'opposeront réellement, souvent parce que le retour de bâton était violent. Donc le capitalisme avait un ennemi pratique pour pouvoir s'étendre, et ces années d'opposition, accompagnées par des propagandes ingénieuses, firent leur nid dans nos esprits. Dans les films, les séries, les documentaires, la bouche d'artistes, de politiques, de commentateurs, tous nous présentèrent le capitalisme comme le cœur battant de nos sociétés et donc de notre avenir. Et vous en conviendrez, si je retire le cœur à un être vivant, il meurt. Et ceci nous envahira, nous intoxiquera au point de ridiculiser, combattre, renier tout ce qui pourrait devenir dissident au capitalisme. Même les religions se sont faites dévorer. Regardez le Ramadan, qui devrait être une période de mesure, est devenu une addition de repas pantagruéliques dès le coucher de soleil. Regardez le pape François, combattu car exprimant sa honte du comportement des riches se disant catholiques et qui laisse et pousse à la pauvreté des milliards d'autres êtres humains. Il sera taxé de gauchisme et même non reconnu comme pape par d'autres, etc. Nous sommes devenus nos propres geôliers bourreaux. Regardez
ce qui se passe lors des événements des méga-bassines de Sainte-Soline. Je ne parle pas des comportements plus que condamnables des gendarmes ce jour-là. Mais on oublie vite ce qui fut dit sur les plateaux télé par les vassaux aux grands groupes ou même par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et monsieur et madame tout le monde. On comparera même les militants écologistes à des terroristes. C'est ici le point important. Nous. Des gens se battent pour notre avenir et nous les condamnons. Cela ne vous pose pas des questions ? Jamais je n'aurais pu imaginer la douleur de ne plus dévorer. Mon corps tremble sans s'arrêter. Je ne peux réfléchir ni imaginer. Jamais je n'ai réussi à prononcer les mots qui de toi m'auraient libéré. Fétiche d'un monstre halluciné, tu me hantes et la raison m'a oublié. Je suis malade, malade de toi, de ce monde, mon désir inavoué. Je suis malade, vous comprenez, malade de tout vouloir, de tout posséder. Un jour dans un miroir cassé, je me suis vu effrayé, ma gueule pendante, les crocs acérés, avalant le monde tel un trou noir affamé. Je suis devenu la mort incarnée, mes talons et ma robe ne peuvent le cacher. Dès lors, je ne sais plus refuser tout ce qu'on me donne pour me gaver. Je suis malade, malade de toi, de ce monde, de mon désir inavoué. Je suis malade, vous comprenez, malade de tout vouloir, de tout posséder. Tout, oui, tout. Oh, tout, oui, tout posséder et ne plus rêver. Je suis malade, malade de toi, de ce monde, de mon désir inavoué. Je suis malade, vous comprenez, malade de tout vouloir, de tout posséder. Je suis malade, malade de toi, de ce monde, de mon désir inavoué. Je suis malade, vous comprenez, malade de tout vouloir, de tout posséder et ne plus rêver. Vous venez d'écouter la fin. Donc, quand vous vous fermez, lorsqu'on met en accusation le capitalisme, ceci est simplement un conditionnement, pas une juste réaction. Et combattre le capitalisme ne veut pas dire être communiste, c'est chercher une meilleure manière de vivre notre monde pour vous, mais aussi pour tous les autres. Et je dis bien tous les autres. Car si vous considérez que votre vie, votre confort prévaut sur la vie d'un Bangladais
ou d'un SDF en bas dans votre rue, vous qualifiez cela comment? Pourtant, malgré tout, malgré la conscience de ces faits, vous allez continuer à surconsommer. Boulimie morbide, immorale et contre-productive. Mais alors, pourquoi continuer? Il y a plusieurs raisons à cela. Pour ma part, je veux ici mettre en exergue le dynamitage de ce qu'est être un être humain, et cela depuis un siècle. Car non, de nature, nous ne sommes ni égoïstes, destructeurs volontaires. Ce qui permet à notre race d'avancer est tout l'inverse. Trop souvent, on confond résultat et volonté. Tout d'abord, ce qui permit à nos ancêtres de survivre fut la collaboration, l'empathie, la solidarité. Les anthropologues le professent à longueur de journée, mais il est de bon ton de les faire passer pour des doudingues, puisque nous sommes dans une société de mise en concurrence pour tout et n'importe quoi, où marcher sur l'autre est devenu une valeur, où se défier de tout et de toutes est devenu la règle. C'est quoi ces gens qui nous disent que notre nature n'est pas la violence, que l'on nous encourage à manifester pour chaque pan de nos vies? Oui, nous ne voulons pas les entendre, car cela nous pousse à des remises en question si sidérales dans la société actuelle que nous préférons tourner en ridicule ces scientifiques. Mais en ce qui concerne le comportement destructeur, acerbe, débile, et si nous parlions, tiens, je vais à nouveau vous fermer, pendant 2 minutes de Greta Thunberg. Tout, absolument tout, fut déversé comme déjection sur elle. Mais maintenant que la vague l'a fracassée et qu'elle a été broyée par les salauds et les salopes de tout milieu et horizon, maintenant que le silence est retombé, citez-moi de tête ce qu'elle disait. Allez-y, répétez-moi ce que monsieur et madame tout le monde ont combattu. Parmi ceux écoutant ce podcast, obligatoirement, certains et certaines d'entre vous ont aboyé sur cet enfant, car oui, le système a tellement besoin de se protéger de toute voix dissidente que s'acharner sur un être humain, une femme, une adolescente, n'est pas quelque chose qui est répréhensible. Car parmi ceux qui l'ont attaqué, qui lui ont vomi dessus, combien se souviennent de ce que disait cette personne? Un indice? Eh bien, elle ne faisait que reprendre les conclusions des centaines de milliers de scientifiques qui nous alertent. Oui, Greta Thunberg fut clouée au pilori pour avoir contribué à la diffusion de la science, de faits, de preuves. Et de nouveau, comme lorsque j'ai dit le mot capitalisme, citer son prénom et son nom a suffi à fermer certains qui m'écoutent. Pourtant, ici pas de communisme ou autre idéologie, juste la parole scientifique. Pour avoir été leur étendard, on s'est permis de dire les pires horreurs sur elle. Était-ce intelligent? Non. Constructif encore moins. Moral? Certes non. Digne? Tout l'inverse. Pourtant, certains d'entre nous, en entendant dire cela, vont s'arc-bouter et commencer à me couvrir, moi aussi, d'insultes. Le consumérisme a changé notre nature profonde. Nous ne voulons plus être, nous ne voulons qu'avoir. Le génie du capitalisme est de ne pas s'être contenté d'un précaré désigné. Il s'est introduit partout et en 2025, il arrive à faire que quelqu'un de bien, une personne monstrueuse. J'exagère? On détruit la planète, on ne fait rien aussi peu. Des gens meurent pour notre confort en 2013 dans les ateliers du Bangladesh, en novembre 2025 dans les mines du Congo. On ne fait rien. Et surtout, on ne ressent rien. Le seul état que nous désirons est la société éphémère,
on exige de la jeunesse d'être notre avenir, ceux qui répareront ce que nous avons détruit. Et pourtant, les grands-parents diront à leurs petits-enfants qu'ils les adorent, et les parents diront aimer leur enfant, sachant que leurs désirs de consommation vont faire de l'avenir de leur progéniture un enfer. Est-ce aimer? Vraiment? Quand on s'est moqué, ou avons laissé notre entourage se moquer de Greta Thunberg lorsqu'elle lâcha avec douleur son « How dare you » que l'on peut traduire « Comment osez-vous » Comment oser dire que l'on est écologiste et de parler de la croissance verte? Comment oser dire être de gauche et de ne pas interdire l'importation de produits issus du travail forcé par des adultes et des enfants? Comment oser dire qu'on est de droite et de ne pas empêcher la banqueroute mondiale qui arrive par la mauvaise gestion des matières premières? Comment oser dire qu'on croit en un Dieu créateur et laisser détruire sa planète, préférant emmerder les trans, les gays, le choix des femmes à faire ce qu'elles veulent de leur vie? Je pourrais continuer ainsi, mais pendant des heures. Alors j'ai intitulé cet épisode « It's Beyond My Control ». Dans son adaptation cinématographique des Liaisons dangereuses, le réalisateur Stephen Frears offre un moment bouleversant à John Malkovich qui joue Valmont. Poussé par la marquise de Merteuil, interprétée par Glenn Close, le vicomte doit rompre avec Madame de Tourvel qu'incarne Michel Pfeiffer. Face aux suppliques et interrogations de celle-ci, Valmont terminera ses phrases par un « It's beyond my control », que l'on pourrait traduire par « ce n'est pas ma faute, c'est ma nature, c'est plus fort que moi ». Et c'est ce qu'on entend, à longueur de journée, de toutes et tous, quand on demande si cela ne met pas, par exemple, mal à l'aise, que ce petit eau a été fait par des enfants. Quand on dit à quelqu'un de prendre un transport en commun plutôt que sa voiture, combien ont exprimé des trésors de mauvaise foi pour justifier d'utiliser leur véhicule? Combien se sont tellement coupés de la réalité et de leurs propres instincts pour justifier la souffrance animale? Malheureusement, cela devient de plus en plus facile, car campé derrière nos écrans, la réalité des choses nous est de plus en plus étrangère, éloignée, dépersonnalisée. Nous voulons avoir, et l'addiction qu'on nous a fait contracter est sans fin. Avoir, toujours avoir, pour que lorsque nous voyons aux informations une autre catastrophe qui tue des gens, nous n'arrivons plus à corréler à nos comportements. Et en même temps, je sais l'injustice que peut représenter la situation et les changements qu'elle nécessite. Ma maladie a rendu mes mains souvent incontrôlables et pour certains gestes maintenant totalement incompétentes. Par exemple, je ne peux plus me raser. Et pour pallier cela, je vais chez le barbier. J'ai eu la chance de rencontrer celui chez qui je vais, professionnel, intelligent, cultivé, ayant vécu au Canada. Nous échangeons entre les serviettes chaudes et salames, s'affairant sur ma barbe. Comme l'affaire que j'ai portée aux médias et à la justice a fait le vide total autour de moi, rester sur son fauteuil et écouter les conversations dans son salon est le meilleur des onguents pour mes douleurs personnelles. Cet homme est d'origine turque, lui et sa famille sont des modèles d'intégration et leur réussite respective ne les empêche pas de rêver, de désirer. Et immanquablement, la marque des voitures, les voyages, les installations et travaux et bien d'autres choses, toutes ces choses et désirs sont mortifères pour la planète et sans qu'ils ne s'en rendent compte, pour eux-mêmes aussi. Et c'est là que j'ai pu voir le poison du capitalisme,
car on a dit à ces familles entières de venir s'installer en France quand nous avions besoin de leurs bras, dans nos mines, notre BTP et j'en oublie. Des générations entières ont accepté le déracinement pour permettre à leurs enfants et petits-enfants de connaître une vie matérielle meilleure. Et maintenant, nous devons leur dire stop. Fini la consommation. Pourquoi l'accepteraient-ils? D'autant que nous ne leur montrons aucun exemple quant à changer nos fonctionnements. Alors maintenant que se termine le 4e épisode de ce podcast que j'ai intitulé « Cessons d'être écologistes », le constat est sans appel. Nous ne pourrons nous sauver, ainsi que notre monde, si nous continuons à mettre de simples rustines en guise de décisions personnelles comme politiques et encore plus économiques. Oui, l'écologie politique actuelle qui nous est proposée est une tarte à la crème. Elle n'est là que pour calmer les velléités d'un peuple qui voudrait se soulever. Je dirais même que les Verts sont parfois les meilleurs alliés des partis politiques et lobbies écocides. Car non, notre système n'est plus viable. Et dire le contraire, c'est regarder les gens droit dans les yeux et se foutre de leur gueule. Pendant des décennies, le monde politique, quel qu'en soit le bord, s'est mis à compter uniquement que sur les consommateurs et non plus sur les travailleurs. Ce fut entre autres le tournant du PS avec la social-démocratie, ne plus s'occuper des prolétaires mais aussi des cadres moyens, des classes moyennes, pour ne flatter et comprendre que ceux qui consomment. Car entre le chômage, les nouveaux métiers et les changements de carrière, appliquer des stratégies pour le monde du travail devenait à leurs yeux trop compliqué et surtout peu concluant en termes de victoire électorale. Et ce constat est à faire aussi pour la droite. Et c'est ainsi que le monde politique, affamé de victoires faciles, contribua à essentialiser le citoyen en consommateur. Et aujourd'hui, cela leur revient au visage, car à ne vouloir avoir que des gens qui consomment, même ceux qui devraient être en dehors de ce champ, la vie démocratique se retrouve vidée de sens et de sang. Faire de nous des homo consumare nous a détachés du réel et même des autres êtres humains. D'autant que le climato-scepticisme est poussé, lui, par des idéologies, le rendant de plus en plus présent et même gagnant du terrain. Car non, ce n'est pas être un libre penseur ou une libre penseuse qu'être climato-sceptique, c'est même tout le contraire, puisque tout cela est une stratégie déroulée par des idéologies politiques et économiques. Ce que je dis n'est ni une opinion, ni idéologique. La science nous a prévenus de ce que nous commençons déjà à subir et qui va devenir 1 milliard de fois pire dans les prochaines années. 5 ans maximum. Alors oui, cessons d'être écologistes, devenons anticapitalistes, mais en serons-nous capables sans révolution? Et ça, je vous le dis. Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter It's Beyond My Control, 4e épisode de Cessons d'être écologistes, podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les liker, partager et d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent d'Oliveira pour la photo originale. Montage photo grâce au logiciel Banana et Imagen. Vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, Agen et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Ndong.
Interlude musical, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais et le logiciel Suno, interprétation par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion.